Imaginez que vous vous réveillez un matin dans les Alpes françaises, à plus de 2000 mètres d'altitude, pour découvrir quelque chose qui ne devrait pas exister. Un wagon de train, complètement rouillé, abandonné au milieu de nulle part, loin de toute voie ferrée. À l'intérieur, 6 squelettes assis exactement comme ils l'étaient il y a 8 ans, quand ils ont disparu dans le train de nuit Lyon-Paris. Ce n'est pas une fiction. C'est l'histoire vraie de la disparition la plus troublante de France, un mystère qui a hanté les enquêteurs pendant presque une décennie. Cette histoire commence par une nuit froide de novembre 1995. Le train de nuit Lyon-Paris, le célèbre train bleu, quittait la gare de Lyon-Pardieu à 23h47 précise. À bord, 127 passagers s'apprêtaient à passer une nuit paisible avant d'arriver à Paris-Gare de Lyon le lendemain matin. Parmi eux, 6 personnes qui ne reverraient jamais la capitale française. Il y avait d'abord Marie Dubois, 34 ans, une comptable de Lyon qui se rendait à Paris pour un entretien d'embauche dans une grande entreprise financière. Elle avait réservé une couchette en 2e classe et emportait avec elle un petit sac de voyage rose et son dossier professionnel dans une mallette noire. Ses collègues la décrivaient comme une femme discrète, organisée, qui ne prenait jamais de risques inutiles. Ensuite, il y avait le couple Bernard et Sylvie Moreau, respectivement âgés de 45 et 42 ans. Ils étaient mariés depuis 15 ans et possédaient une petite boulangerie à Villeurbanne. Ce voyage à Paris était leur première escapade romantique depuis des années. Ils avaient réservé un compartiment privé et prévoyaient de visiter le Louvre et la Tour Eiffel avant de revenir à Lyon 3 jours plus tard. Le 4e passager était Jean-Pierre Lacroix, 28 ans, étudiant en médecine à l'université Claude Bernard de Lyon. Il se rendait à Paris pour passer des examens de spécialisation à l'hôpital de la Pitié-Salpêtrière. Grand et mince, avec des lunettes épaisses, il était connu pour être un étudiant brillant mais introverti. Il voyageait avec un énorme sac à dos rempli de livres médicaux. Les 2 derniers passagers étaient Sophie Martin, 19 ans, une étudiante en art de l'école des Beaux-Arts de Lyon, et Thomas Petit, 31 ans, un représentant commercial qui faisait régulièrement l'aller-retour entre Lyon et Paris. Sophie était une jeune femme dynamique aux cheveux colorés qui rêvait d'exposer ses œuvres dans les galeries parisiennes. Thomas, lui, était un homme d'affaires pragmatique, toujours tiré à 4 épingles, qui connaissait ce trajet par cœur. Ces 6 personnes ne se connaissaient pas. Elles n'avaient rien en commun, si ce n'est le fait d'avoir choisi le même train cette nuit-là. Une décision qui allait changer leur destin à jamais. Le départ se déroula normalement. À 23h47, le train quitta Lyon dans un sifflement familier. Les contrôleurs firent leur première ronde vers minuit, vérifiant les billets et souhaitant bonne nuit aux passagers. Tout semblait parfaitement normal. Marie Dubois lisait un livre dans sa couchette, le couple Moreau sirotait du champagne dans leur compartiment privé, Jean-Pierre étudiait ses manuels médicaux, Sophie écoutait de la musique avec son Walkman, et Thomas consultait ses dossiers commerciaux. Vers 1h30 du matin, le train fit son arrêt prévu à Mâcon. Quelques passagers descendirent, d'autres montèrent. La nuit était calme, froide, avec une fine brume qui recouvrait la campagne bourguignonne. Le contrôleur en chef, Marcel Fontaine, un homme de 52 ans avec 30 années d'expérience, nota dans son rapport que tout était en ordre. Le train repartit à 1h47 exactement, avec 2 minutes de retard seulement. C'est ici que l'histoire prend une tournure inexplicable. À 3h15 du matin, alors que le train roulait entre Dijon et Montbard, le contrôleur Fontaine commença sa ronde nocturne de sécurité. Il s'agissait d'une procédure de routine, vérifier que tous les compartiments étaient calmes, que personne n'avait de problème, et s'assurer que les portes étaient bien verrouillées. Il commença par la voiture numéro 7, là où se trouvaient nos 6 passagers. Il frappa doucement à la porte du compartiment de Marie Dubois. Pas de réponse. Il supposa qu'elle dormait et continua. Il passa devant le compartiment du couple Moreau. Là aussi, le silence était total. Puis il arriva au compartiment de Jean-Pierre Lacroix. Il frappa légèrement. Toujours rien. Quelque chose le troublait, mais il ne savait pas quoi. Une intuition, peut-être. Il décida de revenir sur ses pas et de vérifier plus attentivement. Il sortit son passe-partout et ouvrit délicatement la porte du compartiment de Marie Dubois. Le compartiment était vide. Pas seulement vide de présence humaine, mais complètement vide. Pas de bagages, pas de livres, pas de traces du passage de quelqu'un. Comme si personne n'y avait jamais mis les pieds. Marcel Fontaine sentit un frisson lui parcourir l'échine. Il se dirigea rapidement vers le compartiment des Moreau. Même chose. Le compartiment était vide, parfaitement propre, les couchettes impeccablement faites. Aucune trace de champagne, aucun bagage, aucun signe qu'un couple y avait passé la soirée quelques heures plus tôt. Le cœur battant, Fontaine courut vers les autres compartiments. Jean-Pierre Lacroix, disparu. Sophie Martin, disparu. Thomas Petit, disparu. Tous leurs bagages, tous leurs effets personnels, tout avait disparu avec eux. C'était impossible. Le train roulait à 120 km/h au milieu de la campagne bourguignonne.
Les portes étaient verrouillées de l'intérieur. Les fenêtres des compartiments ne s'ouvraient que de quelques centimètres pour la ventilation. Comment 6 personnes pouvaient-elles disparaître d'un train en marche sans laisser la moindre trace? Marcel Fontaine déclencha immédiatement l'alerte. Il contacta le poste de contrôle central par radio, sa voix tremblant d'incrédulité. « Contrôle central, ici train 4231. Nous avons un problème grave. 6 passagers ont disparu de la voiture 7. Je répète, 6 passagers ont complètement disparu. » L'opérateur du poste central crut d'abord à une plaisanterie. Mais le sérieux et la panique dans la voix de Fontaine le convainquirent rapidement que quelque chose d'extraordinaire était en train de se passer. Le train reçut l'ordre de s'arrêter à la prochaine gare, Montbard, où une équipe d'enquêteurs l'attendrait. À 4h23 du matin, le train de nuit Lyon-Paris s'immobilisa en gare de Montbard. En quelques minutes, la gendarmerie locale, puis la police nationale, puis la SNCF Sécurité envahirent les lieux. Ce qui aurait dû être un simple contrôle de routine se transforma en une des enquêtes les plus complexes de l'histoire ferroviaire française. Les enquêteurs fouillèrent le train de fond en comble. Ils interrogèrent tous les passagers, tous les membres du personnel. Ils examinèrent chaque centimètre carré des voitures, cherchant des indices, des traces de lutte, des signes d'effraction. Ils vérifièrent les systèmes de verrouillage, les fenêtres, les portes, les toilettes, les couloirs. Ils ne trouvaient rien. Absolument rien. C'était comme si Marie Dubois, Bernard et Sylvie Moreau, Jean-Pierre Lacroix, Sophie Martin et Thomas Petit n'avaient jamais existé. Pourtant, leurs billets avaient été contrôlés, leurs noms figuraient sur les listes de passagers, leur famille confirmait qu'ils avaient bien pris ce train. L'enquête officielle commença le lendemain. La SNCF, la police nationale, et même les services secrets furent mobilisés. Jamais dans l'histoire des transports français une disparition aussi inexplicable ne s'était produite. Les enquêteurs reconstituèrent minutieusement les dernières heures des 6 disparus. Ils visionnèrent les caméras de surveillance de la gare de Lyon-Pardieu. Les images montraient clairement les 6 personnes montant à bord du train. Marie Dubois avec son sac rose, le couple Moreau se tenant par la main, Jean-Pierre avec son énorme sac à dos, Sophie avec sa guitare, Thomas avec sa mallette professionnelle. Ils interrogèrent les familles, les amis, les collègues. Tous confirmaient que les 6 personnes n'avaient aucune raison de disparaître volontairement. Elles avaient des vies stables, des projets d'avenir, des responsabilités. Aucune d'entre elles n'était endettée, menacée, ou impliquée dans des activités douteuses. Les enquêteurs explorèrent toutes les pistes possibles. Enlèvement? Mais comment enlever 6 personnes d'un train en marche sans que personne ne s'en aperçoive? Suicide collectif? Mais pourquoi ces 6 inconnus auraient-ils décidé ensemble de mettre fin à leur jour? Accident? Mais quel accident pouvait faire disparaître 6 personnes et tout leur bagage sans laisser la moindre trace? Plus troublant encore, l'examen technique du train ne révéla aucune anomalie. Aucune porte n'avait été forcée, aucune fenêtre brisée, aucun système de sécurité désactivé. Le train était intact, comme si rien ne s'était passé. Les mois passèrent. L'enquête piétinait. Les familles des disparus organisèrent des conférences de presse, suppliant quiconque aurait des informations de se manifester. Des médiums, des voyants, des détectives privés proposèrent leurs services. Rien ne donna de résultat. Une théorie émergea. Et si les 6 passagers avaient été victimes d'un complot? Et si quelqu'un, profitant de l'obscurité et du bruit du train, les avait fait disparaître pour des raisons inconnues? Mais cette théorie se heurtait à la réalité technique. Comment faire disparaître 6 personnes d'un train en marche? Au bout d'un an, l'enquête fut classée sans suite. Les 6 disparus furent déclarés morts, leurs familles purent enfin commencer leur deuil. Le mystère du train de nuit Lyon-Paris entra dans les annales des affaires non résolues de France. La vie reprit son cours. Les trains continuèrent à circuler entre Lyon et Paris. Marcel Fontaine prit sa retraite anticipée, hanté par cette nuit de novembre 1995. Les familles des disparus essayèrent de reconstruire leur existence. 8 années s'écoulèrent dans le silence. Jusqu'à ce jour de septembre 2003, où un alpiniste amateur changea tout. Pierre Leblanc, 42 ans, était un passionné de montagne. Ce week-end-là, il explorait une région reculée des Alpes françaises, près de Chamonix, à la recherche de nouveaux sentiers de randonnée. Il marchait depuis le petit matin sur un plateau rocheux situé à plus de 2000 mètres d'altitude, loin de toute route, loin de toute civilisation. Vers midi, alors qu'il s'arrêtait pour déjeuner, quelque chose attira son attention. Au loin, entre les rochers et les pins rabougris, il aperçut une forme métallique qui brillait au soleil. Intrigué, il s'approcha. Ce qu'il découvrit le laissa sans voix. C'était un wagon de train. Un véritable wagon de voyageurs, complètement rouillé, couché sur le flanc au milieu des rochers alpins. Comment un wagon pouvait-il se retrouver là, à des kilomètres de la voie ferrée la plus proche? Pierre Leblanc contourna prudemment l'épave. Le wagon était dans un état de délabrement avancé.
La peinture bleue de la SNCF était encore partiellement visible sous la rouille. Des numéros étaient gravés sur le côté, 7 à 4231. Pierre reconnut immédiatement un wagon des anciens trains de nuit. Il chercha une ouverture et trouva une porte entr'ouverte. Il la poussa délicatement et pénétra à l'intérieur. L'intérieur du wagon était plongé dans une semi-obscurité poussiéreuse. L'air était vicié, chargé d'une odeur de moisi et de décomposition. Pierre sortit sa lampe torche et éclaira l'intérieur. Ce qu'il vit le fit reculer d'horreur. Dans les compartiments, assis exactement comme s'ils voyageaient encore, se trouvaient 6 squelettes humains. Ils portaient encore des lambeaux de vêtements, et leur position suggérait qu'ils étaient morts paisiblement, comme s'ils s'étaient endormis et n'avaient plus jamais ouvert les yeux. Le premier squelette, dans le compartiment de droite, portait les restes d'un chemisier rose et d'une jupe sombre. À ses pieds gisait un sac en cuir décoloré et une mallette noire rouillée. Le deuxième compartiment contenait 2 squelettes côte à côte, un homme et une femme, leurs mains osseuses encore entrelacées. Dans le troisième compartiment, un squelette était affalé sur une table, entouré de livres moisis qui ressemblaient à des manuels médicaux. Le quatrième squelette, plus petit que les autres, portait les restes d'un t-shirt coloré. Près de lui gisait ce qui avait été autrefois une guitare, maintenant réduite à quelques morceaux de bois et des cordes rouillées. Le dernier squelette, dans un costume sombre décomposé, était assis bien droit, une mallette professionnelle posée à ses pieds. Pierre Leblanc comprit immédiatement qu'il venait de résoudre l'un des plus grands mystères de France. Il ressortit précipitamment du wagon et appela les secours avec son téléphone satellite. En quelques heures, une équipe de secouristes, de gendarmes et d'experts médico-légaux arriva sur les lieux par hélicoptère. L'endroit fut immédiatement bouclé et transformé en scène de crime. L'identification des restes ne prit que quelques jours. Les analyses dentaires et ADN confirmèrent ce que tout le monde suspectait déjà, il s'agissait bien des 6 passagers disparus du train de nuit Lyon-Paris en novembre 1995. Marie Dubois, Bernard et Sylvie Moreau, Jean-Pierre Lacroix, Sophie Martin et Thomas Petit avaient enfin été retrouvés. Mais leur découverte soulevait plus de questions qu'elle n'apportait de réponses. Comment un wagon entier avait-il pu être transporté jusque dans les Alpes? Comment 6 personnes étaient-elles sorties d'un train en marche pour se retrouver dans ce wagon isolé? Et surtout, qui était responsable de cette mise en scène macabre? L'enquête reprit avec une vigueur nouvelle. Cette fois, les enquêteurs avaient enfin une scène de crime à analyser. L'examen du wagon révéla des détails troublants. Les experts déterminèrent qu'il s'agissait effectivement de la voiture numéro 7 du train 4231, celle-là même d'où les 6 passagers avaient disparu 8 ans plus tôt. Mais comment cette voiture avait-elle pu être détachée du train sans que personne ne s'en aperçoive? L'analyse des restes humains apporta d'autres éléments perturbants. Tous les squelettes présentaient des traces de sédatifs puissants dans leurs os. Les 6 passagers avaient été drogués avant de mourir. De plus, aucun signe de violence n'était visible sur les ossements. Ils semblaient être morts paisiblement, probablement d'hypothermie, après avoir été abandonnés dans ce wagon isolé au milieu des montagnes. Les objets personnels trouvés dans le wagon correspondaient parfaitement aux descriptions données par les familles 8 ans plus tôt. Le sac rose de Marie Dubois, la mallette de Thomas Petit, les livres médicaux de Jean-Pierre Lacroix, la guitare de Sophie Martin. Tout était là, conservé par le froid et l'altitude. Mais le plus troublant était l'état du wagon lui-même. Malgré 8 années d'exposition aux intempéries alpines, il était remarquablement bien conservé. Trop bien conservé, selon les experts. Comme s'il avait été protégé, entretenu, surveillé. C'est alors que l'enquête prit une direction inattendue. En analysant minutieusement les archives de la SNCF, les enquêteurs découvrirent une anomalie dans les rapports de maintenance de 1995. Le 15 novembre 1995, soit exactement la nuit de la disparition, un wagon de la rame 4231 avait été signalé comme nécessitant une maintenance urgente et avait été déconnecté du train à Dijon. Mais selon les témoignages recueillis 8 ans plus tôt, le train était arrivé complet à Montbard. Cette incohérence n'avait jamais été remarquée lors de la première enquête. Les enquêteurs se rendirent aux archives de la gare de Dijon. Dans les registres de maintenance de novembre 1995, ils trouvèrent la signature de l'employé qui avait ordonné la déconnexion du wagon, Henri Durand, mécanicien principal de la SNCF. Henri Durand avait pris sa retraite en 1998, 3 ans après les faits. Il vivait désormais dans une petite maison isolée près de Grenoble, non loin de l'endroit où le wagon avait été découvert. Le 25 septembre 2003, une équipe d'enquêteurs se rendit au domicile d'Henri Durand. C'était un homme de 67 ans, veuf, sans enfant, qui vivait seul avec ses souvenirs de cheminot. Quand les policiers frappèrent à sa porte, il ne sembla pas surpris. « Je vous attendais », furent ses premiers mots. Henri Durand avoua immédiatement. Son histoire était celle d'un homme brisé par la solitude et l'amertume. Sa femme était morte d'un cancer en 1994, et il n'avait jamais réussi à faire le deuil.
Il haïssait le bonheur des autres, leur insouciance, leur joie de vivre. Cette nuit de novembre 1995, quelque chose s'était cassé en lui en voyant ces 6 passagers heureux et pleins de projets. Marie Dubois qui partait conquérir Paris, le couple Moreau qui vivait leur seconde lune de miel, l'étudiant ambitieux, l'artiste rêveuse, l'homme d'affaires prospère. Tout ce qu'il n'avait plus, tout ce qu'il ne serait jamais. Profitant de ses privilèges d'employé SNCF, il avait modifié l'ordre de mission du train. À Dijon, pendant l'arrêt technique, il avait fait déconnecter la voiture numéro 7 sous prétexte d'un problème mécanique urgent. Les 6 passagers, endormis après avoir bu le café qu'il leur avait offert et dans lequel il avait versé de puissants somnifères, n'avaient rien vu. Avec l'aide d'un complice, un ancien collègue qui lui devait des faveurs, il avait chargé le wagon sur un convoi exceptionnel et l'avait transporté jusque dans les Alpes. Là, dans ce lieu isolé qu'il connaissait depuis son enfance, il avait abandonné les 6 passagers endormis dans leur prison métallique. Il n'avait pas eu l'intention de les tuer, prétendait-il. Il voulait juste leur faire peur, leur faire comprendre que la vie pouvait basculer en un instant. Mais le froid de la montagne et l'isolement avaient eu raison d'eux. Ils étaient morts dans leur sommeil artificiel, sans souffrir, sans comprendre. Pendant 8 ans, Henri Durand avait vécu avec son secret. Chaque année, il montait dans les Alpes pour rendre visite à ses victimes, apportant parfois des fleurs, s'excusant auprès des squelettes silencieux. Il avait même réparé le wagon à plusieurs reprises, le protégeant de la neige et de la pluie. Le procès d'Henri Durand eut lieu en 2004. Il fut condamné à la réclusion criminelle à perpétuité pour enlèvement suivi de mort. Son complice, retrouvé et jugé séparément, écopa de 20 ans de prison. Les familles des 6 victimes purent enfin enterrer leurs proches et tourner la page de cette tragédie. Le wagon fut démonté et détruit, mais l'endroit où il se trouvait est devenu un lieu de recueillement informel pour les proches des victimes. L'affaire du train de nuit Lyon-Paris resta dans les mémoires comme l'un des crimes les plus étranges de l'histoire judiciaire française. Elle rappela que parfois, les monstres se cachent dans les endroits les plus inattendus, et que la folie humaine peut prendre des formes impensables. Henri Durand mourut en prison en 2009, emportant avec lui les derniers détails de cette nuit de novembre 1995 où 6 innocents disparurent dans le brouillard bourguignon pour finir leur jour dans le silence glacé des Alpes françaises. Le mystère était enfin résolu, mais ses cicatrices demeurent. Aujourd'hui encore, quand le train de nuit traverse la Bourgogne dans l'obscurité, certains passagers regardent par la fenêtre et se souviennent de cette histoire qui prouve que parfois, la réalité dépasse la fiction.